Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux politiques de sécurité et de prévention de la délinquance organisé par France Urbaine et Intercommunauté de France. Je laisse encore quelques secondes aux participants le temps de se connecter et ensuite je laisse la parole à messieurs Marty et Vercher. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Monsieur Marty, monsieur Vercher, je vous propose d'ouvrir ce webinaire. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si mon collègue Patrice Vercher souhaite d'abord prendre la parole ou moi, comme il le souhaite. Non, allez-y, chers collègues. Merci beaucoup. Donc, vous saluez toutes et tous, saluez cette démarche qui est une démarche initiée à la fois par France Urbaine et à la fois par Intercommunalité de France sur un sujet qui est d'actualité, de plus en plus d'actualité, lié aux politiques de sécurité, sachant que beaucoup d'associations d'élus, l'ensemble des associations d'élus d'ailleurs, travaillent sur ces sujets-là. Et nous avons d'ailleurs fait une déclaration commune pas plus tard que hier pour justement interpeller aussi les pouvoirs publics sur le travail que nous faisons en commun. Je tiens à saluer cette démarche et je vais co-présider donc cette visio et ce travail et ces échanges avec mon collègue maire de Cour et président de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, Patrice Vercher. On va se partager le travail donc dans l'animation et puis c'est surtout laisser la place à des échanges. Donc nous avons une enquête qui va nous être soumise, une enquête nationale qui permet d'avoir un panorama assez complet de l'engagement des intercommunalités en matière de sécurité, de prévention et aussi du traitement de la délinquance. Puisqu'aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que plus aucun territoire, quel qu'il soit, et quelle que soit sa dimension, sa taille, alors bien entendu proportionnellement, n'est épargné par les différents phénomènes de violence, de délinquance. Voilà, donc c'est ensemble et collectivement que nous devons à la fois analyser et proposer des solutions, même si on sait tous que la solution n'existe pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais que c'est un travail de longue haleine. Voilà pour présenter un petit peu le sujet. Si Patrice souhaite prolonger mon introduction. Ben, tout d'abord, merci David pour cette présentation. Tu as tout dit. Simplement, remercier justement Intercommunauté de France avec France Urbaine pour la réalisation de cette enquête et de ce webinaire. Je pense que le contexte, comme tu l'as rappelé, est particulièrement prégnant sur ces sujets-là, hein, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Mais au-delà de ça, c'est la délinquance en général et le rôle que peuvent jouer les intercos sur cette prévention de la délinquance. Notamment, on verra tout au long de l'enquête nationale ce qui est fait et on verra que les intercos, notamment, prennent de plus en plus de compétences sur ces sujets-là, en tout cas travaillent en partenariat avec leurs communes membres pour gérer notamment ces politiques-là de prévention de la délinquance, mais aussi de sécurité. Et ensuite, avoir le témoignage, parce que ce qu'on attend avant tout dans ce genre de webinaire, c'est aussi d'avoir des témoignages, des retours d'expérience. Je pense que ce qui permet aux uns aux autres d'appréhender concrètement les choses, parce que beaucoup de nos collègues cherchent aujourd'hui à se lancer soit dans les CSPD, soit voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont attendues par beaucoup de nos collègues ici présents, sûrement.
Et donc l'expérience des uns et des autres sur la deuxième partie sera aussi importante sur l'action des intercommunalités en matière de prévention de la délinquance, la stratégie nationale également de prévention de la délinquance sur laquelle on est dans l'attente aussi d'un certain nombre d'informations. Donc, je vous propose de débuter par la présentation des principaux résultats de l'enquête, et je crois que c'est toi qui débutes, David. Oui, c'est moi qui vais commencer, puis ensuite tu vas poursuivre, Patrice. Donc, avec ce qu'il faut retenir de cette enquête nationale et des politiques intercommunales de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, voilà, on va commencer à présenter le résultat de l'enquête. Voilà. Donc, 55% des intercommunalités interrogées affirment que les enjeux qui sont liés à la tranquillité publique, à la sécurité et à la prévention de la délinquance apparaissent dans leur projet de territoire. Donc, c'est clairement inscrit. 61% pour les intercommunalités urbaines, donc c'est une majorité, ce qui ne choque personne. Et 138, donc CRTE, intègre également ces enjeux. Donc on voit que les intercommunalités se saisissent du sujet, sachant que dans les différents niveaux d'intercommunalité, toutes ne portent pas les mêmes compétences non plus. Et donc il y a toujours un sujet de compétences qu'il faut clarifier à certains moments. On y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment sur l'affaire des polices municipales ou intercommunales, parce que c'est un vrai sujet d'actualité pour le coup. Mais on voit que les intercommunalités, en tout cas de près ou de loin, sont complètement concernées en appui des communes ou dans le cadre d'une relation avec les services de l'État, dans le cadre aussi de conventions qui peuvent être passées entre les intercommunalités et puis les services de l'État. Alors les polices municipales, intercommunales, donc c'est un sujet qui revient de plus en plus. Il y a très peu d'intercommunalités qui aujourd'hui possèdent une police intercommunale, mais il y a 10% quand même qui ont mis en place une police intercommunale. Alors, moi, j'ai commencé à travailler le sujet, y compris sur mon intercommunalité, sur ma communauté urbaine, et puis j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Là, ça varie également sur le travail même de ces polices intercommunales. Et là, il y a plusieurs niveaux. On peut intervenir sur un certain domaine au niveau des intercommunalités. Je pense à la politique des déchets, par exemple, parce que ça relève aussi du sentiment d'insécurité et de l'insécurité quand il y a des déviances à ce niveau-là. Ça peut porter également sur les gens du voyage, quand il y a des désordres liés aux gens du voyage. D'autres réfléchissent, notamment dans le cadre de leur interco, à mettre à disposition des policiers municipaux qui interviendront sur les communes qui, elles, ne possèdent pas de policiers municipaux. C'est aussi un axe de travail qui aujourd'hui est mis en place. En tout cas, sur les 10% des intercommunalités qui ont été interrogées, le retour de l'enquête montre que c'est quand même positif d'une manière ou d'une autre pour celles qui l'ont mise en place. Moi, je ne doute pas, pour échanger beaucoup avec mes collègues, que dans les mois et les années qui viennent, c'est quelque chose qui va se généraliser. Ce qu'il faut trouver, c'est en matière de compétences, qui intervient sur quoi entre la police intercommunale et les policiers municipaux liés directement aux compétences du maire. Et c'est là que le travail doit se faire. Donc, on peut agir sur plusieurs niveaux. La législation nous donne quand même beaucoup de latitude pour bien définir ce que chacun doit faire. En tout cas, il y a une attente, c'est ce qu'on peut aussi constater. Il y a une attente de la part des habitants d'avoir des polices intercommunales. Alors, il y a des avantages, il y a aussi des freins, comme on dit. L'avantage qu'on peut y trouver, c'est un même niveau de service pour l'ensemble de la population d'un bassin de vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, dans une interco, vous avez les villes principales qui ont une police municipale, qui ont une vidéosurveillance ou une vidéoprotection, et puis vous avez les communes plus petites qui, elles, ne disposent pas de ce type de service, par manque de moyens, bien entendu, et comme elles sont maintenant, elles aussi, touchées par les phénomènes de délinquance, forcément, ça crée une disparité qui est mal vécue par les maires, et donc
par la population. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mutualiser les moyens entre les communes qui possèdent déjà des dispositifs et celles qui n'en possèdent pas. Et puis, automatiquement, donc, de renforcer les actions en matière de sécurité et de prévention au travers des polices intercommunales. Les freins, c'est le manque de lisibilité entre les différentes polices qui pourraient exister sur le territoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, qui fait quoi? Et on sait que la population, à partir du moment où elle voit un uniforme, pour elle, l'uniforme est chargé de la protéger et remplit cette fonction sans faire de distinction, et nous on le voit bien dans nos villes, entre les polices municipales et les polices nationales, par exemple. Avec la gendarmerie, c'est différent, mais avec les polices, la distinction ne se fait pas forcément tout de suite au niveau de la population. Donc là, c'est quelque chose qui peut être un frein à un moment donné à l'efficacité. S'il n'y a pas une bonne coordination, ça peut être un frein à l'efficacité. Et donc, définir qui coordonne et comment. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des intercommunalités pour qui ce n'est pas une priorité en termes de politique, et donc ça peut être aussi négligé. Et puis, les maires qui peuvent se sentir, comme sur d'autres compétences, c'est pas lié forcément à la sécurité, mais on a bien vu que quand la loi a fait que les intercommunalités ont pris des compétences, les maires se sont sentis démunis quelque part de leur autorité et des politiques qu'ils souhaitent mener. Et ça, c'est une réalité. Alors, petit à petit, ça s'estompe parce que les intercommunalités font de plus en plus la démonstration que c'est au sein d'une intercommunalité bien organisée et forte que les communes peuvent aussi se développer. Mais ce n'est pas encore évident de la part de certains maires. Et pour le coup, ceux qui ont des polices municipales peuvent aussi se sentir, sur cet aspect-là, peut-être dégagés de leur autorité. Alors, la vidéoprotection ou la vidéosurveillance, hein, parce que les deux choses sont différentes. Hein. Je le rappelle, la vidéoprotection nécessite d'avoir des ressources humaines derrière les écrans. Et donc, c'est une surveillance permanente avec du personnel, alors que la vidéosurveillance, elle, consiste à placer des caméras qui vont enregistrer les images qui pourraient être lues ensuite par les services de police ou de justice. 64% des intercommunalités interrogées ont mis en place un système de vidéoprotection. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup. C'est un chiffre qui est quand même assez important. Un chiffre qui évolue puisque la dernière enquête avait démontré qu'il n'y avait que 51,4%, donc 14 points de plus qui se sont équipés. C'est beaucoup. Le nombre de caméras installées, il est très variable aussi en fonction des territoires. Ça dépend aussi là de la volonté politique. Hein. Est-ce qu'on estime que la vidéoprotection ou la vidéosurveillance est obligatoire, nécessaire aujourd'hui pour permettre un travail plus efficace au niveau de la police, gendarmerie et de la justice, ou est-ce qu'on considère que non, mais il y a aussi, il ne faut pas éluder cet aspect-là, une partie de la population qui aujourd'hui est très réfractaire encore, même si c'est de moins en moins, à avoir un territoire qui soit vidéosurveillé ou vidéoprotégé, parce que les personnes tiennent aussi à leur liberté individuelle. Et donc, ça peut aussi, et ça pose encore quelques difficultés à ce niveau-là. Et il y a 10% des intercommunalités interrogées qui, elles, sont dotées d'un centre de supervision urbain, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec du personnel en permanence, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des policiers municipaux, qui ne sont pas forcément des policiers de formation, mais qui sont des personnes qui sont assermentées, qui peuvent être des agents des collectivités, assermentés, qui peuvent donc regarder, examiner ces images. Alors ensuite, les principales actions en matière de justice. Là, on a différents points. D'abord, l'accès au droit. Il existe aujourd'hui dans nos intercommunalités
des maisons qu'on appelle les maisons de justice et du droit, qui donnent donc la possibilité aux citoyens de se rendre dans cette maison pour, eh bien, soit demander des renseignements, soit alors, y compris aller plus loin et clairement demander d'être accompagné dans une procédure qu'ils pourraient lancer. Il y a l'accueil des personnes sous main de justice. Donc là, c'est ce qu'on appelle le travail d'intérêt général et les travaux non rémunérés. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est efficace. Et dans les différents travaux que j'ai pu mener dans l'ensemble des territoires, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une demande forte des maires, des présidents d'intercommunalité pour que ces dispositifs eh bien, s'amplifient. Parce qu'il y a une réelle efficacité dans la lutte contre la récidive. Euh, Quelqu'un qu'on arrive à réinsérer par le travail au sein des équipes, soit des communes, soit des intercos, mais aussi du milieu associatif, montre tout l'intérêt que ça peut avoir et le parcours qui est facilité par cette intégration. À tel point que aujourd'hui, l'orientation qui est prise sur les tiges et les travaux non rémunérés s'oriente de plus en plus vers le privé également. C'est-à-dire que vous avez des entreprises privées qui aujourd'hui sont prêtes à prendre des tiges. J'avais participé à une table ronde il n'y a pas très longtemps où ce sujet est complètement d'actualité. Donc, les prisons étant pleines, on sait qu'à un moment donné, il faut une alternative. Il y a les bracelets électroniques, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Si on veut éviter la récidive, c'est ce type de dispositif qu'il faut élargir. Et pour ça, il faut que, bien entendu, les structures accueillantes soient accompagnées par beaucoup de dispositifs qui sont aujourd'hui plutôt efficaces. Tout ça se fait, bien entendu, avec la coopération du procureur et du conseil départemental d'accès au droit. Alors là, on se heurte à une variante et à une difficulté en fonction des territoires, il ne faut pas se le cacher, euh, beaucoup plus au niveau des procureurs notamment. Les expériences que nous avons démontrent que tout type d'action qui relève de la prévention de la récidive dépend aussi de la volonté du parquet. S'il n'a pas une réelle volonté du parquet, donc du procureur lui-même, ça ne marche pas. Il faut se le dire. Donc, il faut vraiment que le procureur porte ces politiques-là auprès des intercommunalités, auprès des communes. Il y a des procureurs qui le font très bien, même quand c'est financé, pas simplement par le conseil départemental, mais aussi par les intercos ou les villes. Moi, j'ai l'exemple de mon territoire. Mais il faut une véritable volonté du procureur, sinon ça marche pas. Mais sinon, ça marche très très bien. Et on a des résultats probants en matière de baisse de récidive. Alors, Voilà. Moi, j'en concernant, ai terminé et je passe la parole à Patrice Verchères. Patrice, à toi. merci David. Donc, concernant les principales actions en matière de protection de l'environnement, bon, on voit bien que sur l'installation d'une brigade de l'environnement, il n'y a que 16% des intercommunalités interrogées qui sont favorables, en tout cas qui y ont participé. Donc on voit bien que les intercommunalités sont encore frileuses, hein, puisque 67 intercommunalités qui ont répondu ne l'ont pas fait. Pourtant, les délits restent relativement importants, hein, sur tout ce qui est lié sur l'environnement, hein, notamment la question des déchets, mais aussi les problématiques, les infractions en matière d'atteinte à la faune et à la flore. Alors, paradoxalement, même s'il n'y a que 16% des intercommunalités interrogées qui ont installé une brigade de l'environnement, il y a quand même un quart d'entre elles qui répondent que leur intercommunalité va contribuer à la répression de ces infractions. Et quand on regarde les infractions sur lesquelles les intercommunalités souhaitent aller, c'est surtout sur la lutte contre les dépôts sauvages. On le voit de plus en plus, puisque les intercos gèrent les déchets, et on voit bien toutes les difficultés que l'on a sur les dépôts sauvages, que ce soit des personnes qui ne vont pas dans les déchetteries et qui font des gros dépôts sauvages, mais aussi les dépôts sauvages liés, pour ceux qui sont en apport de déchets ménagers,
autour souvent des containers, et les gens ne font pas l'effort très souvent de le faire. Sur les atteintes à la faune et à la flore, ça va dépendre bien entendu des intercos. On a des gros intercos comme Eurométropole de Strasbourg, qui a une police de l'environnement en partenariat avec ses communes. On a aussi dans des plus petites intercos, mais aussi un peu importantes, des brigades intercommunales de garde champêtre, qui travaillent avec l'ONF et l'OFB sur ces problématiques des atteintes à la faune et à la flore. Mais en tout cas, on ne sent pas une appétence très forte des intercos pour aller sur la création de brigades de l'environnement au niveau intercommunal. Mais bon, il y a quand même des expériences, et certains nous ont fait part de leur souhait de le faire pour l'avenir. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Sur la sécurisation des transports, donc 25% des intercommunalités interrogées envisagent la création d'une police intercommunale des transports. Donc là, c'est un phénomène qui est relativement urbain pour le coup, parce qu'au niveau des intercos rurales, les transports sont notamment par les voies de bus sont souvent organisés différemment, et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, on est vraiment sur des intercommunalités essentiellement urbaines, d'où ce pourcentage de 25%. Donc, là, il y a la mise en place de médiateurs dans les transports en commun, la lutte contre les violences et l'incivisme, les tensions dans les transports en commun et les transports scolaires. On le voit de plus en plus, notamment dans les transports en commun. Tous les jours, il y a régulièrement des annonces faites par la presse de secteurs où il y a des problèmes. Ça nécessite une coopération entre la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie et le transporteur. Ça, c'est essentiel. Avec le transporteur, on voit dans certains secteurs et certaines régions qui ont pu mettre en place des services spécifiques également là-dessus. Donc, on a mis en place des médiateurs sur un certain nombre d'agglomérations qui ont répondu. On a également la mise en place de missions de sécurisation et de contrôle conjointes sur certaines intercos avec la police municipale. Voilà, on a eu sur le transport scolaire, c'est plus la problématique du non-port de la ceinture, du civisme et des dégradations. En tout cas, c'est quelque chose qui est pris en compte par les intercos, mais essentiellement urbaines. Voilà ce que l'on peut dire sur la sécurisation des transports. Donc, sur la prévention de la délinquance, un engagement marqué des intercommunalités. En effet, 58% des intercommunalités interrogées affirment investir les questions de prévention de la délinquance. 53% des intercommunalités interrogées ont mis en place un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CSPD. Et une intercommunalité sur deux dispose d'un coordonnateur de CSPD. Donc là aussi, il y a des mises en place d'un système d'observation territoriale. Il ressort aussi de l'enquête un intérêt certain pour les élus de pouvoir continuer à travailler de manière collégiale sur leur bassin de vie. Donc là, c'est vraiment la volonté de travailler en collégialité. Il faut dire que la délinquance, très souvent, va bien au-delà des frontières communales. Donc c'est important d'avoir cette collégialité, d'avoir une réponse commune. Donc là, la plus-value du CSPD, voilà, je l'ai dit, la mutualisation de moyens. Là aussi, il y a des coûts, notamment quand l'interco est obligé d'embaucher des coordinateurs. C'est compliqué pour les communes de le faire. Donc, à l'échelle de l'interco, il y a une utilisation de moyens. La mise en place d'un système d'observation territoriale, la meilleure adaptabilité des politiques locales au regard des nouvelles formes de délinquance. Là aussi, il peut y avoir des différences sur un même territoire. Mais je reviendrai sur ce qu'a dit David également. Là aussi, sur les CSPD, il faut aussi que l'ensemble des acteurs, au-delà des communes et des intercos, fassent un bon travail en commun, que chacun s'investisse également là-dessus, parce qu'il arrive que les CSPD, des fois, ont de la peine à tourner. Alors certes, parce que parfois il manque de coordinateurs sur le CSPD, mais aussi parce que d'autres acteurs ne sont pas suffisamment investis dans les CSPD, pourtant qui ont tout un certain intérêt. Ensuite, la prévention de la délinquance, un engagement marqué des intercommunalités, donc des actions très variées, actions auprès des jeunes, lutte contre toutes les formes de violence, et on peut parler aussi des violences intrafamiliales qui ont augmenté de partout. Donc là aussi, les intercos se lancent sur le sujet, notamment pour la mise en protection des femmes qui subissent des violences, et notamment par la création souvent de logements
au niveau intercommunal de logement pour mettre en sécurité des femmes qui sont obligées de quitter le domicile conjugal. Ça, c'est important. L'accès aux droits également, notamment dans tous les secteurs, mais aussi sur les secteurs ruraux que je connais plus, parce que là aussi, les gens sont souvent très éloignés de l'accès aux droits. Donc, il y a une vraie politique à mener là-dessus à l'échelle intercommunale. La lutte contre les addictions, plus personne n'est épargné, notamment le trafic lié aux stupéfiants et l'usage du stupéfiant. À une époque, on pouvait dire qu'il y avait d'autres addictions également, notamment l'alcoolisme dans certains secteurs, mais aujourd'hui, ça va bien au-delà. Donc, la lutte contre les addictions, la prévention de la récidive, la cybersécurité, la lutte contre les discriminations et la sécurité routière. Voilà ce qu'on peut remarquer sur l'engagement assez marqué des intercos sur ces sujets-là. Donc on voit qu'il y a une vraie prise de compétences là-dessus. Donc les enjeux prioritaires cités par les intercommunalités répondantes, c'est l'accès aux droits, je l'ai dit, la lutte contre les violences intrafamiliales, la cybersécurité, la jeunesse, la cybersécurité qui peut être également apportée sur la cybersécurité, notamment sur la partie liée à leurs communes respectives, puisque chaque commune n'a pas les moyens souvent de lutter contre les attaques cyber, et c'est souvent une compétence qui est prise par les intercos, justement pour mutualiser cette lutte sur la cybersécurité. Voilà, merci, j'en ai terminé également. Monsieur Vercher, Monsieur Marty, merci beaucoup. Je vous propose de passer tout de suite à la seconde séquence de notre webinaire qui portait justement sur le témoignage de deux intercommunalités, la communauté commune du Créonais et Grenoble-Alpes Métropole, avec la question qu'on leur a posée, qu'on va leur poser, c'est justement leur engagement en matière de prévention des délinquances, la manière dont ils ont tous les deux abordé la mise en place et l'animation du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Quelles sont les actions prioritaires justement qu'ils mettent en œuvre dans ce cadre-là. Et à la suite de ces deux témoignages, nous pourrons ouvrir un temps d'échange avec l'ensemble des participants. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Zabulon, qui est président de la commune du Créonais, et à Madame Opresco, qui est responsable, entre autres, du CSPD, justement, de la communauté commune du Créonais. Bien, bonjour à vous tous et merci d'avoir organisé cette rencontre et de permettre ce partage d'expérience. On va témoigner à deux voix. Je vais planter un petit peu le décor général et puis ensuite, Célia Opresco vous présentera de manière plus précise les actions qui sont mises en œuvre dans le cadre du CISPD. Alors, la communauté de communes du Créonais, voilà une carte, 15 communes qui se situent, comme vous le voyez, au sud-est de Bordeaux, dans cette région qu'on appelle l'Entre-deux-Mers, qui se situe entre la Dordogne et la Garonne. Nous sommes dans l'aire d'attraction de la métropole bordelaise. La communauté de communes du Créonais, c'est 18 000 habitants, avec deux communes qui sont clairement dans cette logique d'attractivité, d'attraction dans l'aire bordelaise, qui est la commune de Salirac et la commune de Créon. Ces deux communes regroupant à elles seules un peu plus de la moitié de la population de la totalité de l'intercommunalité. Les autres communes, ce sont encore des petits villages ruraux. Donc, on est sur un territoire en mutation qui s'urbanise à l'ouest et qui est encore relativement rural à l'est. L'aire d'attractivité, l'aire d'attraction de la métropole bordelaise se traduit par le fait que nous voyons, et ça n'est pas surprenant, tous les élus en sont conscients, nous voyons se développer notamment sur Créon et Sadirac, mais aussi maintenant sur d'autres communes, des phénomènes de petite délinquance, alors qui s'appellent incivilité, rodéo à scooter, petit deal de quartier. Je ne parle pas de bande, mais de groupes de jeunes un petit peu bruyants qui nécessitent une intervention, de jeunes un peu à la rue qui risquent d'être en déshérence si nous n'intervenons pas. Tout cela reste relativement maîtrisé, rien à voir avec ce que l'on peut voir dans des grandes villes, mais nous avons eu la volonté politique dès 2015 de réactiver cette instance qui est le CISPD pour pouvoir intervenir très en amont et ne pas laisser les choses se dégrader. Et donc, je voudrais maintenant passer la parole à Célia qui va vous expliquer ce que nous avons fait dans le cadre de cette instance dont je souligne l'intérêt dans la mesure où il permet dans ce conseil intercommunal, puisqu'il n'y a pas de conseil communaux, nous n'avons qu'un conseil intercommunal, il permet de regrouper les acteurs autour de la table. Et c'est certainement la principale vertu de ce dispositif, c'est de faire travailler ensemble
des acteurs qui, selon cela, travailleraient chacun de manière isolée. Voilà, donc je donne la parole à Célia Opresco, puis ensuite on pourra répondre à vos questions. J'interviendrai de temps en temps pour préciser tel ou tel point. Célia, c'est à vous. Bonjour, du coup, moi je suis coordinatrice du CISPD, entre autres, et chargée de coopération Convention territoriale globale. Notre CISPD, il y a deux niveaux d'instance, un niveau stratégique avec une assemblée plénière qu'on organise une fois par an avec tous les élus du territoire et les institutions. Ça permet de voter les grandes lignes sur les plans d'action de l'année suivante et de faire le bilan de l'année passée. On organise également un comité restreint qui est dirigé par M. Zabulon, président de la CDC, où cette fois-ci, on va plutôt cibler sur la validation d'actions concrètes avec on verra après, les médiateurs de terrain anciennement et maintenant avec les acteurs jeunesse. Et ensuite, on a un niveau opérationnel où on a deux comités techniques. On a un comité technique de prévention de la délinquance que j'anime moi-même et un comité technique de lutte contre les violences puisque en 2021, notre CISPD s'est doté d'un CLVSS, donc contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui est animé par la directrice du centre du CIAS, du Centre intercommunal d'action sociale. Donc on travaille en binôme sur ces deux comités techniques. Chacune assiste au comité technique de l'autre de façon à faire le lien. Et ensuite, on a une cellule de veille qui a été créée initialement dans le CISPD, qui n'avait jamais été activée, ou en tout cas peu. L'idée est de l'activer à partir de la fin 2023-2024, puisqu'on s'est rendu compte que selon les situations, avoir un bouton d'alerte d'urgence qui nous permet d'agir rapidement et en petit comité nous permettrait d'aller plus vite dans la gestion de crise. Je mets des guillemets à crise. Voilà. Donc, comme action, concrètement, le comité technique, c'est vraiment une des actions où on agit avec tous les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'en fait, on réunit 6 fois par an les acteurs, tous les partenaires du territoire. On est 15 structures. Alors, entre autres, la MDS, la mission locale, la gendarmerie, les établissements scolaires, les médiateurs, le centre social. Donc, tous les acteurs qui sont en lien de près ou de loin avec les jeunes du territoire, y compris la PJJ, se réunissent. Ils ont tous signé une charte de déontologie de façon à pouvoir parler sans tabou autour de la table et sans jugement. Et ça fait partie des choses très importantes pour le fonctionnement de ce groupe. Personne ne juge du travail des autres, de façon à ce qu'on puisse à la fois traiter de cas concrets. Donc, on part d'une situation d'un jeune, on nominative la famille, sa situation familiale, son contexte de vie. Et ensuite, on essaye de trouver des solutions pour l'accompagner en éliminant le plus possible de failles et l'accompagner dans son retour au droit commun. À chaque séance, c'est à peu près 8 à 20 situations abordées et il n'y a pas de limite dans le suivi. On peut suivre un jeune dans ces comités pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction déjà de son âge et de la situation du jeune. Ça, c'est pour moi l'action, enfin, c'est le comité, c'est l'action du terrain qui est la plus parlante et qui nous permet de faire lien entre tout le monde. Une autre action qui malheureusement n'existe plus, mais qui a existé pendant 4 ans sur notre territoire, c'est la médiation jeunesse. En fait, ça a été le recrutement par le centre social intercommunal de 2 médiateurs, un éducateur spécialisé et un animateur socioculturel, qui avaient pour mission d'aller à la rencontre des jeunes directement dans la rue, dans les points de rencontre, les cities, les alentours des établissements scolaires, et par la discussion, par le rapport de confiance, d'essayer en fait de les ramener ensuite vers les structures existantes, type la mission locale, le pôle emploi ou le centre social, et d'essayer de désamorcer en amont les différents petits problèmes qu'on peut voir apparaître chez les jeunes, type des soucis d'addiction ou de violence. Les résultats ont été vraiment probants sur le territoire. Tous les acteurs du comité technique qu'on vient de voir avant ont exprimé le besoin sur un territoire d'avoir un maillage en fait directement au contact des jeunes. Et c'était ce que faisait la médiation jeunesse. Malheureusement, on ne les a plus, nous, sur notre territoire depuis novembre 2022. Et tous les comités techniques de prévention de la délinquance depuis leur départ le disent. On voit la situation se dégrader lentement, on voit la perte concrète sur le terrain de leur présence où il n'y a plus personne qui peut aller directement en contact avec les jeunes et qui n'est pas la police ou la gendarmerie, parce qu'eux le font, mais ce n'est pas le même métier. Donc, il nous manque vraiment un rouage et là, on en sent la perte.
Donc, quand ils étaient présents, c'était à la fois dans la rue, en journée, en soirée, les samedis, mais également sur les réseaux sociaux via un dispositif qui s'appelle les médiateurs du net. Les promeneurs du net, pardon, qui est un dispositif, alors, je crois en Gironde, mais pas que, si j'ai bonne mémoire. Et il faisait à peu près entre 3000 et 4000 contacts de jeunes par an, jeunes du territoire, mais pas que. On sait que les jeunes ne se limitent pas à leur commune sur laquelle ils vivent, mais se déplacent d'une commune à l'autre et d'un territoire à l'autre. Voilà pour la médiation jeunesse. Les médiateurs jeunesse et les animateurs jeunesse du centre social intercommunal interviennent également à l'intérieur des établissements scolaires. Alors, pour de la prévention sur de l'élémentaire, mais en présence d'information jeunesse directement dans le collège. Alors, avant, c'était pour de la prévention collective, c'est-à-dire que par classe, ils faisaient des séances d'intervention type sur la sexualité, les violences, les différentes addictions. Et depuis le mois de mars 2023, ils ont une permanence hebdomadaire à l'intérieur du collège, dans un endroit qui est à l'écart du passage, de façon à ce que tous les jeunes puissent y avoir accès de façon discrète et alors anonyme, non, puisque forcément ils se présentent de façon physique, mais ils ne sont vus ni des enseignants, ni du directeur ni du principal du collège, ni des CPE. Ce qui était important pour les animateurs jeunesse, c'est que les jeunes ne se fassent pas voir par les autres quand ils y vont, de façon à ce qu'ils puissent y aller librement. Et ça fonctionne très bien. On voit de plus en plus de jeunes qui y vont, qui les ont identifiés et qui surtout commencent à se livrer sur des problématiques très intimes. Entre autres, on a par exemple une situation d'une jeune fille qui a des soucis d'ordre de sa sexualité en troisième. Ça n'a pas été détecté avant et ça a été détecté parce qu'ils sont présents sur le terrain. Donc ça leur permet maintenant de faire le lien avec l'infirmière scolaire. Mais cette jeune fille ne s'est livrée que parce que ce sont des animateurs et qu'ils ont aussi la facilité de langage avec les plus jeunes. Voilà pour les 3 actions concrètes. On en a plein d'autres, mais on n'a pas assez le temps de tout vous expliquer. On a également des projets parce que tout ça nous amène quand même au fur et à mesure à observer les différents projets jeunesse et en faire l'évaluation. On essaye de rebondir et on crée cette année un conseil des jeunes citoyens. On sait qu'on dit souvent que les jeunes n'ont pas envie de s'engager. On a constaté que c'était plutôt le contraire. Ils ont envie de s'engager, mais à leur manière, sans être contraints. Donc, l'idée du Conseil des jeunes citoyens, c'est de leur donner la parole et de ne pas les contraindre à nos projets d'adultes, mais plutôt de leur demander leur avis. C'est eux, pour vos territoires, qu'est-ce que vous voulez? Donc là, on le lance cette année. On pourra vous en faire un bilan peut-être dans 1 an ou 2 quand on aura un peu plus de recul. Et on travaille beaucoup à la mobilité des jeunes, qui est un énorme frein sur l'insertion et la professionnalisation sur nos territoires, puisque souvent, il n'y a pas de transport en commun ou ils n'en ont pas l'accès, et des difficultés à pouvoir avoir ou le permis ou auquel cas une voiture et les finances pour s'occuper d'un véhicule. Et en parallèle, on s'occupe également de travailler avec la formation des acteurs. C'était un souhait de tous les acteurs de terrain, c'est d'être formés ensemble, être formés chacun de son côté, ils le font. Par contre, d'être formés ensemble et de faire de l'analyse de pratiques collectives sur un même territoire de différents acteurs, ça a été demandé. On l'a commencé il y a quelques semaines. Et pour l'instant, voilà, on est complet à chaque formation et on va continuer à le faire, entre autres sur la santé mentale des jeunes et le harcèlement en milieu scolaire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Zabulon, Madame Opresco. Il y aura un temps d'échange entre intervenants et participants si jamais votre présentation et vos projets appellent à des réactions, des remarques. Monsieur Bejadji, je vous passe tout de suite la parole, comme ça on aura un temps d'échange à l'issue de votre témoignage. Vous êtes conseiller délégué à la prévention spécialisée et à la prévention de la délinquance à Grenoble-Alpes Métropole. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner la parole. Effectivement, comme vous venez de le dire, donc je suis élu d'une commune de 10 000 habitants dans la métropole de Grenoble, une commune de première couronne. Métropole de Grenoble, donc c'est 49 communes, 450 000 habitants environ. Une partie des communes sont très urbaines, donc bien sûr la ville de Grenoble, mais toutes les communes de la première couronne, donc puisqu'on a également des communes de 50 000 habitants en périphérie immédiate. Et puis, on retrouve aussi une grande partie des communes qui sont un peu dans la situation de la communauté de communes du Créonais, hein, puisqu'on a des communes plus éloignées, périurbaines, et qui sont quand même dans la sphère d'attraction de Grenoble.
Donc, de par oui, et puis également la particularité, c'est que donc nous portons un contrat de ville, nous avons 5 QPV et QPV marqués par des indicateurs de fragilité et touchés énormément par le trafic de stupéfiants. Voilà un petit peu pour dresser le paysage de la métropole. Donc, de par la loi, donc la métropole s'est créée en 2015 et nous avons la compétence animation du CISPD, donc que nous portons. J'anime une petite équipe de 3 personnes, dont la coordinatrice du CISPD. Et le CISPD, c'est 24 actions, 24 fiches actions dans le cadre d'une stratégie métropolitaine de prévention de la délinquance qui a été élaborée avec l'ensemble de nos partenaires, qu'il s'agisse de l'État sous toutes ses formes, police, justice, gendarmerie nationale, bien sûr, mais également le département de l'Isère et l'ensemble des acteurs associatifs et des communes qui interviennent au quotidien. Donc 24 actions portées par le CISPD. Il faut savoir aussi que, en fait, sur la métropole, les communes ont décidé de conserver leur propre CLSPD. Donc, toutes les communes de plus de 10 000 habitants à l'origine, et puis maintenant, suite à une évolution législative de plus de 5 000, peuvent décider de créer leur propre CLSPD. Elles l'ont fait, elles l'ont conservé pour les communes les plus importantes. Et en ce moment, des communes de plus de 5 000 habitants également réfléchissent à la création de CLSPD. Nous, on n'y voit que du bien, en fait. Et du coup, on voit que le CISPD, c'est la rotule un peu entre l'ensemble des CLSPD communaux qui se sont créés. Et notre mission, c'est surtout d'animer, de coordonner beaucoup d'actions portées également par les communes. Alors, je ne vais pas effectivement dresser les 24 actions, mais bon, j'ai mis trois exemples d'actions, mais qui retracent 3 priorités que nous avons souhaité porter en 2020. La première, c'est travailler à remettre de l'humain dans les quartiers, parce que une métropole a essentiellement des compétences en matière de planification, d'aménagement du territoire, de PLH. Donc, on intervient beaucoup dans les politiques d'équilibre territorial, notamment en matière de logement social. On intervient beaucoup dans l'aménagement, dans le dur, mais on s'aperçoit que, et ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, aménager un territoire, répartir équitablement les logements sociaux, ne peut se faire qu'avec de l'accompagnement humain. Et donc, l'objectif numéro 1 qu'on a souhaité porter au travers de ce CISPD, c'est remettre de l'humain dans les quartiers. Et je vous cite 4 actions. Alors, une première qui est une volonté politique de par la loi NOTRe qui nous était offerte de se voir transférer la compétence prévention spécialisée du département de l'Isère. Donc, ça a été fait en 2017. Donc, la métropole, du coup, c'est porté par 2 associations et on a une quarantaine d'éducateurs ou éducatrices de rue qui interviennent dans les quartiers au travers des missions traditionnelles de la prévention spécialisée définies par la loi, mais on voit que les éducateurs et éducatrices ont également un rôle de détection de problématiques en amont, et notamment des problématiques qui sont liées à alors bien sûr le trafic de stupéfiants, on y reviendra, mais là plus récemment on voit qu'elles sont confrontées par exemple à la prostitution de mineurs, et donc il y a un rôle, il y a une articulation entre la prévention spécialisée et la prévention de la délinquance. Après, un dispositif qui a été porté par les bailleurs, j'ai oublié de préciser que je suis président aussi du principal office public bailleur métropolitain. Et donc, nous accompagnons un dispositif porté par les bailleurs sociaux du territoire qui existe aussi à Lyon, qu'on appelle Tranquillité résidentielle. Donc là, il s'agit de financer des postes. Alors là, ce n'est pas des médiateurs, c'est plutôt des agents de sécurité qui viennent tranquilliser des montées très impactées, notamment par le trafic de stupéfiants. Donc, c'est une mission portée par les bailleurs, mais que nous accompagnons et également avec du financement du FIPD et de l'État. Troisième point sur remettre de l'humain, on travaille à la création d'un GIP métropolitain, donc à l'instar de ce qu'a fait Bordeaux en matière de médiation sociale de proximité. Nous essayons de coordonner des initiatives communales en matière de médiation de proximité. La médiation, c'est un peu à l'interface entre les polices municipales,
la gendarmerie en zone gendarmerie, puisque nous avons des communes à la fois en zone gendarmerie et en zone police, la police et également donc les agents de sécurité de tranquillité résidentielle. On voit qu'à l'interstice, il y a quand même un certain nombre de problématiques de voisinage, voilà, qui peuvent impacter la vie des habitants et qui ne peuvent pas être réglées par la police. Et surtout, l'idée, c'est de dédier la police et la gendarmerie à leur mission de base régalienne et de ne pas les surcharger par des petits problèmes sur les espaces publics. Donc, on envisage la création d'un GIP avec la ville de Grenoble et d'autres communes de médiation sociale de proximité. Voilà, synthétiser 3 actions en matière de remettre de l'humain dans les quartiers. Après, sur un autre point très important, mais ça a été dit tout à l'heure, et on travaille énormément et en bonne collaboration avec le ministère de la Justice, avec le procureur, sur des actions, notamment sur le sujet de la justice de proximité. Je citerai 2 actions. La promotion, alors là, c'est plutôt avec le SPIP et puis les services de la justice. C'est la promotion des TIG, hein, ça a été dit tout à l'heure. Alors, à la fois en interne et en externe. C'est important, c'est que nous, la métropole, c'est 1600 agents. Donc, on a la capacité, rien qu'en interne, de pouvoir encadrer, de pouvoir proposer des postes de TIG, mais c'est également faire la promotion du TIG auprès de l'ensemble de nos communes et que ça a été dit tout à l'heure, également en direction des milieux économiques. Donc, on a une chargée de mission qui ne s'occupe que de ça. Et puis, également en lien avec, alors nous soutenons aussi des initiatives en matière de pouvoir, comment dire, assister tous les travailleurs sociaux, communaux essentiellement, pour leur donner des outils, des postures face au trafic de stupéfiants. Donc ça, c'est une association, c'est une action qui est portée à l'aide d'une association qui intervient également beaucoup dans les quartiers nord de Marseille. L'idée, c'est de rassurer, en fait, ou de donner des clés pour que les travailleurs et travailleuses sociales puissent aborder d'une manière, on va dire, à peu près sereine, cette question du trafic qui les perturbe vraiment au quotidien dans l'exercice de leur mission. Et l'idée, c'est aussi d'animer un réseau de travailleurs et travailleuses sociales autour de ces questions, de les faire échanger sur l'analyse de la pratique et puis surtout les soutenir quand il y a des difficultés, quand les difficultés interviennent. Et enfin, et c'est un des rôles majeurs du CISPD aussi, et de la coordinatrice du CISPD, c'est d'animer un certain nombre de réseaux, qui se sont créés, un groupe de travail, réseaux informels qui se sont créés sur les thématiques qui ont été abordées tout à l'heure. Hein. Nous animons le réseau métropolitain de la lutte contre les violences faites aux femmes, en lien avec la délégation départementale aux droits des femmes. Donc ça, c'est une action que nous portons historiquement et qui rassemble la plupart des intervenants et intervenantes, qu'il s'agisse d'associations, qu'il s'agisse de professions médicales, qu'il s'agisse bien sûr des communes, en lien avec la gendarmerie nationale et la police. Donc nous animons ce réseau. Nous animons également un réseau que l'on appelle GT, vidéo protection, vidéosurveillance. Nous avons un agent qui est un peu spécialisé sur ces questions, qui est un expert reconnu au niveau national et qui apporte un soutien aux communes qui souhaiteraient mettre en œuvre de manière éclairée, on va dire, et indépendante de tout lobby, des dispositifs de vidéoprotection, vidéosurveillance. Nous animons également alors, un groupe de travail, ce qu'on appelle prévention, médiation, sécurité estivale. Alors, dans les piscines municipales, mais pas que, dans tous les espaces de fraîcheur, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de difficultés l'été. Les piscines sont prises d'assaut, où on l'aide de plus en plus, et donc il y a besoin de médiation et autour de ces questions. Et donc nous essayons de centraliser un peu toutes les bonnes expériences qui sont faites dans les communes, et nous animons le réseau des communes sur cette question. Et puis, nous apportons également une ingénierie, un appui en ingénierie aux communes sur les questions de diagnostic de sécurité publique, analyser leurs moyens, les opportunités, également quand elles mettent en œuvre des opérations d'aménagement,
de les aider à concevoir de la meilleure manière possible leur projet d'aménagement en tenant compte dès l'origine de ces problématiques de sécurité. Voilà, donc beaucoup d'actions portées par un petit service. Je voulais juste revenir en conclusion sur la question des polices de l'environnement. Nous, Métropole de Grenoble et les maires des communes nous souhaitent vraiment activement créer une brigade de l'environnement, notamment sur la question des dépôts sauvages, mais pas que. Et on se heurte à un blocage législatif important, puisque existe sur notre territoire historiquement des polices mutualisées entre 2 communes, entre 3 communes. Pour l'instant, on a un vrai verrou juridique. Nous avons rencontré l'ancienne ministre sur cette question. Nous avons rencontré tout un tas de parlementaires qui portent ces questions au niveau de chaque projet de loi sur lequel on peut trouver un cavalier législatif qui pourrait permettre de faire évoluer la loi. Mais en fait, on ne peut pas faire coexister des polices pluricommunales sur une intercommunalité avec une police intercommunale. Et ça, c'est un vrai problème et qui nous empêche de travailler donc sur la brigade de l'environnement, mais qui nous empêche potentiellement aussi, puisque c'est un sujet qui émerge, ça a été dit dans l'enquête, aussi de travailler sur une police intercommunale des transports. Voilà, et je suis à disposition pour toute question. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est bien noté pour ce dernier point qu'on saura travailler à l'avenir avec les collègues de France Urbaine. On a un petit peu de temps avant de passer à la dernière séquence du webinaire, de donner la parole à Monsieur Appert. Donc, n'hésitez pas, participants ou intervenants, à partager aussi ce que vous faites sur le terrain, la manière dont vous animez votre CISPD, ou si vous avez des questions, des réactions aux différents témoignages qu'on a eus ce matin. Alors, mesdames, messieurs intervenants, vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Et pour vous qui êtes en salle, vous avez la possibilité de lever la main et nous pourrons vous la donner. Oui, Monsieur Zabulon? Et un petit témoignage complémentaire, si je peux me permettre. J'ai expliqué que sur notre territoire, les phénomènes de délinquance auxquels nous sommes confrontés n'ont évidemment aucune commune mesure avec ce qu'on peut connaître dans les grandes villes, où évidemment les phénomènes sont beaucoup plus graves. Du coup, ça se traduit par une réponse pénale que, pour ma part, j'estime tardive et insuffisante. Moi, je discute tous les jours avec des gendarmes qui me disent que les menues infractions qu'ils relèvent, mais qui peuvent créer quand même un petit sentiment d'insécurité ou d'impunité de la part des habitants qui les subissent, font très largement l'objet de classements sans suite, infractions non caractérisées, etc., etc. Je prends l'exemple des rodéos. Comme vous le savez tous, une loi, dont je ne me souviens plus exactement l'année, permet de saisir les véhicules, ce qui est quand même relativement dissuasif, de pouvoir donc confisquer les véhicules. À plusieurs reprises, on a tenté ça sur le territoire et à chaque fois, le véhicule a été restitué à son propriétaire au motif que le jeune qui utilisait le véhicule, ce n'était pas le propriétaire du véhicule, donc on ne pouvait pas le faire. Et bien souvent, les petites affaires dont nous saisissons le parquet de Bordeaux, qui a évidemment des affaires beaucoup plus graves à traiter sur Bordeaux Métropole, on le comprend tout à fait, mais du coup, nos petites affaires, avec beaucoup de guillemets, eh bien, sont considérées, me semble-t-il, un peu comme quantité négligeable, et c'est parfois mal ressenti par nos concitoyens qui estiment que les incivilités qu'ils font remonter ou les petits faits de délinquance qu'ils font remonter ne sont pas suffisamment pris en compte. Voilà, je voulais apporter ce témoignage supplémentaire qui est celui d'un territoire où, heureusement, les faits que nous avons à gérer ne sont pas d'une extrême gravité, mais appellent néanmoins une réponse pénale rapide, proportionnée et adaptée. Et je trouve que tel n'est pas le cas. Je veux bien réagir sur ce que vous venez de dire parce que vous touchez du doigt là, effectivement, un vrai sujet qui porte l'incompréhension de beaucoup de personnes et de la population, et on est en plein dans le continuum de sécurité, en fait, si vous voulez. Moi, je ne cesse de dire, et l'expérience avec le travail que je mène depuis des années sur les territoires, que le continuum de sécurité, il s'appuie sur 3 piliers: prévention, sécurité au sens propre, c'est-à-dire répression, et justice. Quand vous avez l'un de ces 3 piliers qui est faible, ça ne marche pas. Il faut que les 3 piliers soient bien dotés et forts. Et là, c'est tout à fait l'exemple. On dote de plus en plus nos territoires de vidéoprotection. On dote de plus en plus nos territoires, ou en tout cas certains, et moi j'ai de nombreux exemples, de policiers.
que ce soit des policiers nationaux, que ce soit des policiers municipaux, dans le cadre notamment des contrats de sécurité intégrés que certains territoires ont signés avec l'État. L'effet est positif, bien entendu. On relève beaucoup plus d'infractions parce que le territoire est sous vidéoprotection. On arrête beaucoup plus de personnes pour des délits mineurs, parfois, comme vous venez de le dire. C'est vrai pour les rodéos, c'est vrai pour les vols, c'est vrai pour les nuisances dans certains quartiers, c'est vrai pour tous ces sujets-là. Donc, on appréhende ces délinquants et les fauteurs de troubles, on porte ça devant la justice et automatiquement, bien entendu, la justice ne va pas traiter en priorité parce qu'ils sont tellement submergés de dossiers que eh bien, ça va repartir dans la nature. On va revoir les mêmes personnes sur les mêmes quartiers qui vont, qui plus est, aller narguer les personnes qui habitent ce quartier en disant, vous voyez, je suis encore là, etc., etc. Donc, ça a un effet induit, c'est-à-dire on renforce l'un des trois piliers du continuum de sécurité qui est la répression, mais par contre, derrière, on n'a pas suffisamment de magistrats qui peuvent traiter, et c'est surtout ces faits-là qu'il faut traiter d'abord, c'est-à-dire les faits de primo-délinquance, où il faudrait, comme vous l'avez dit, une réactivité immédiate, mais sans doute déléguée à d'autres personnes qu'aux procureurs ou aux magistrats qui, eux, n'ont pas la possibilité de le faire aujourd'hui et n'ont pas le temps. Mais y compris sur des faits plus graves. Moi, j'ai certaines villes, par exemple, qui sont dotées très, très bien en vidéoprotection et en policiers, et même sur des faits qui sont plus graves, les affaires ne sont jugées que plusieurs mois, voire des fois 1 an et demi ou 2 ans après, parce qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est pas possible. Et donc, on ne cesse de dire qu'il faut, pour le continuum de sécurité, traiter la prévention. Et sur la prévention, il y a malheureusement un manque de moyens flagrant partout. La sécurité, c'est ce qui a été fait en priorité sur la répression, mais pas sur le volet justice. Même s'il y a eu des avancées, hein, le ministère de la Justice a quand même doté les parquets de moyens supplémentaires, mais par exemple, les délégués du procureur ou ceux qui sont là pour aider les procureurs, c'est encore insuffisant. Et ils n'ont pas les prérogatives suffisantes pour prendre des décisions eux-mêmes, et notamment sur de la primo-délinquance. Donc là-dessus, il faut énormément avancer. Donc, c'est très bien ce que vous soulignez parce qu'on est vraiment au cœur du sujet où, malheureusement, ça suffit pas de mettre du bleu et de mettre des caméras. Ça suffit pas. Parce que l'effet induit, ça sert à rien puisque de toute façon, on les retrouve dehors. Mais si derrière, on n'a pas les moyens non plus pour traiter les arrestations qui sont faites. Et qui plus est, ça décourage les policiers. Ça décourage toutes les personnes qui, elles, font leur boulot, qui arrêtent, qui appréhendent et qui ensuite voient leur truc complètement anéanti parce qu'ils revoient les mêmes sur les quartiers, etc. Je dis les quartiers, mais ça peut être dans les centres-villes, hein, c'est pareil. Donc voilà, je voulais réagir parce que c'est vraiment un vrai sujet. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques ou réactions, ah si, Madame Isabelle Martinez, je vais vous donner la parole. Voilà, vous pouvez activer votre micro et nous devrions vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Parfait. Bonjour. Donc, Isabelle Martinez, moi, je suis chargée de mission de prévention de la délinquance à Toulouse Métropole et coordinatrice donc du Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance de Toulouse Métropole. Et je voulais vous remercier d'abord d'avoir fait cette enquête parce que ça nous est effectivement très utile de pouvoir partager sur ces questions de prévention de la délinquance et de sécurité aux échelles intercommunales. C'est un travail que nous menons sur le territoire de Toulouse Métropole très activement depuis 2017. Et je voulais réagir sur ce que nous disait l'élu de la communauté de communes du Créonais sur la question du secteur rural. Et je crois que c'était ça qui était important sur notre territoire. Nous, Toulouse Métropole, c'est 800 000 habitants, une ville-centre avec 500 000 habitants, 37 communes, mais la plus petite commune qui a moins de 300 habitants. Et l'intérêt de l'intercommunalité est d'avoir cette approche pour nous, donc métropolitaine,
sur ces questions de prévention et sécurité, c'est d'avoir, ce qu'on souhaite faire, c'est faire métropole, c'est d'emmener tout le monde et de pouvoir adapter aussi nos approches sur les questions de sécurité et de prévention de la délinquance, y compris pour accompagner les plus petites communes de notre territoire, de faire le lien. On a des échanges réguliers sur les questions de justice avec le procureur qui dit ben, moi, je ne peux pas aller dans les 37 communes, mais par contre, on peut travailler ensemble à l'échelle métropolitaine sur un certain nombre de sujets, de porter certaines difficultés. On a un groupe de travail police municipale où on réunit l'ensemble des polices municipales de la métropole, ce qui nous permet là aussi de créer une dynamique d'échange, d'avoir des temps de rencontre. Voilà, et puis voilà, de rationaliser aussi un peu notre temps de travail à tous, voilà, et de pouvoir construire ensemble cette approche, une approche plus métropolitaine des questions de prévention de délinquance, de sécurité, sur la question des trafics, voilà. Et là, on a une expérience, pour donner un exemple très concret, dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, on a déployé un dispositif spécifique sur prévention des conduites à risque, addiction et violences sexuelles sexistes. On s'est basé sur un dispositif toulousain qui existe depuis une dizaine d'années, que nous avons déployé sur le village rugby, sur le stadium et dans l'espace public toulousain. Et ça concernait une population qui vient de toute la métropole, mais au-delà de l'aire urbaine toulousaine. Et les outils qu'on a construits, on va les partager avec l'ensemble des communes quand elles ont un festival, une fête locale. Et ça peut concerner des petites communes qui ont des fois simplement 2000 ou 3000 habitants, mais qui vont faire une animation. Et on va mettre à disposition ces outils que l'on développe sur une échelle beaucoup plus grande et que l'on va adapter en proximité aux besoins des communes. Donc, l'enjeu pour nous vraiment de la métropole, c'est de pouvoir effectivement accompagner ce que disait également la métropole grenobloise, qui développe, on a à peu près cette même approche. Les pouvoirs du maire restent les pouvoirs des maires, mais on vient en appui, en accompagnement et en partage d'outils, de bonnes pratiques et de soutien sur des actions au niveau local. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre sur ce sujet de la prévention de la délinquance avec vous, Monsieur Appert. Vous êtes secrétaire général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin, sachant que nous avons déjà commencé à travailler avec vous et votre équipe là, depuis quelques mois à Troyes avec France Urbaine. Nous vous laissons la parole pour un point d'actualité sur notamment la stratégie nationale de la prévention de la délinquance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour cette invitation qui me donne l'occasion à la fois de me faire connaître. J'ai été nommé il y a un mois, mais aussi de faire connaître la structure et nos projets. Je suis arrivé à un moment un peu particulier puisque nous sommes à la fin de la stratégie de prévention de la délinquance. Vous savez que nous avons une stratégie sur plusieurs années. Nous allons donc évaluer la dite stratégie. Ça risque d'être relativement rapide car si la stratégie avait pour ambition de réduire la délinquance, on peut dire que le résultat n'est pas tout à fait là. Néanmoins, on peut constater que les axes qui ont été fixés à cette occasion ont été intégrés par un grand nombre d'administrations de l'État, mais également un grand nombre de collectivités, et que ça et là, nous avons progressé. Alors bien sûr, on ne peut être que interpellé par les différents événements qui se sont manifestés dans notre pays, et je pense notamment aux émeutes, aux dernières émeutes. Et tout ça nous conduit à être à la fois humble, mais aussi ambitieux. Alors, j'ai bien écouté tout ce qui a pu être dit à l'occasion de ce webinaire, et je crois qu'on peut en tirer un certain nombre de leçons. La première, c'est qu'on a besoin d'actions concrètes. J'ai retenu l'expression de comité technique employé par Mme Opresco en disant on a besoin certes d'une comitologie,
des CISPD, des CLSPD, des CDPD, mais souvent on reproche à cette comitologie d'être éloignée des difficultés concrètes. Or, les difficultés concrètes, c'est souvent des cas concrets. Et il faudra sans doute que nous réfléchissions à la meilleure comitologie possible pour l'avenir, qui permet à la fois aux professionnels de différentes administrations, des collectivités locales, de se rencontrer, mais également de pouvoir parler concrètement des situations difficiles, des familles qui posent problème. Et je crois que c'est très, très intéressant de pouvoir prendre en compte les expériences locales de ce type. Le deuxième enseignement que je tire, c'est que tous les territoires ne vivent pas la même chose. Alors, M. Zabulon a évoqué sa proximité avec Bordeaux, mais la situation de l'intercommunalité différente, et le sentiment que tout n'était pas traité de la même manière. Je pense qu'il faut pouvoir prendre en compte cette diversité et avoir des dispositifs qui soient adaptés aux réalités. Alors, je vais prendre un exemple. Le procureur de Lyon a mis en place un dispositif qui permet de réduire les difficultés de l'institution judiciaire, et notamment avec certaines communes de la périphérie lyonnaise, je pense à Vaux-en-Velin, a mis en place des accords avec la municipalité pour développer le Conseil des droits et devoirs des familles, qui permet d'articuler une réponse par la mairie aux petites infractions ou incivilités avec le gros bâton de l'institution judiciaire, qui fait que quand une famille ne se rend pas aux convocations du maire, elle est tout de suite prise en charge par le délégué du procureur, qui peut enclencher un certain nombre de réactions. Et je crois que c'est le très bon exemple de ce qu'il faut faire. Je retiens aussi ce qui se passe à Toulouse, ce qui vient d'être décrit, grâce au CSI, grâce à un dialogue permanent entre le procureur et la métropole, on a la possibilité d'évoquer concrètement les différents dispositifs. Alors, cela dit, il faut entendre ce qui nous est dit sur les évolutions des structures intercommunales, mais sur l'évolution de la prévention de la délinquance en général. Et il va falloir que nous décidions pour mettre en place un certain nombre de pistes. Alors, la première décision, c'est d'abord d'écouter. Moi, je serais très heureux que nous puissions rencontrer les différentes associations d'élus pour pouvoir nous dire ce qu'elles entendent voir évoluer dans la loi de 2007, dans les différentes instructions qui ont été mises en place. Dernièrement, la secrétaire d'État a décidé, avec le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, de renforcer la prévention situationnelle autour d'un certain nombre d'endroits sensibles. On a amélioré encore la protection des lieux de culte suite aux derniers événements qui ont frappé notre pays. Donc, il y a sans doute un constat à faire sur cette amélioration de la prévention situationnelle. Mais la prévention, ce n'est pas que ça, c'est la prévention primaire, c'est tout ce qu'on peut faire pour détecter les cas les plus compliqués, très en amont, et c'est sans doute tout ce qui permet de renforcer le suivi psychologique, l'aide aux parents, pour renforcer les capacités des familles à résister à un certain nombre de difficultés. On a parlé des addictions, mais c'est aussi toutes les emprises, des emprises délinquantes. Quelqu'un a évoqué la montée en puissance de la prostitution des mineurs, qui devient un véritable problème et qui démontre que l'entourage familial n'est plus suffisant pour éviter un certain nombre de tentations.
Donc, prévention primaire. Prévention secondaire, c'est aussi une préoccupation. Je la partage avec vous. Nous avons une préoccupation sans doute à prendre en compte d'une manière plus importante sur les mauvais traitements. On a parlé bien sûr des mauvais traitements intrafamiliaux. Et dans les mauvais traitements intrafamiliaux, il y a quelque chose qui doit être pris en compte de plus en plus, c'est les mauvais traitements au sens large, pas simplement physique, mais aussi psychologique, qui concernent les seniors. Et nous devrons justement, dans cette priorité, prendre en compte les différences de territoire et la proportion plus ou moins importante d'assistance pour protéger nos seniors, qu'il s'agisse du rôle des forces de sécurité intérieure, mais aussi des élus pour détecter les cas de maltraitance. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure que, on le voit dans tout ce qui vient de nous être dit, la prévention qui fonctionne, c'est celle où les uns et les autres peuvent travailler ensemble, ce qui fait que nous devrons avoir une préoccupation particulière sur ce qu'on appelle au sein de l'État l'interministérialité, mais qui dépasse bien sûr les administrations, qui fait que chacun puisse apporter sa pierre à la mise en place d'une politique de prévention. Le monde sanitaire, le monde éducatif, le monde judiciaire, bien sûr, le monde policier, mais aussi les différents capteurs dont nous pouvons avoir connaissance. Donc, cette préoccupation sera partagée, et comme sera partagée la nécessité de mettre en place des groupes peut-être plus opérationnels. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la commission technique qui nous a été décrite, mais nous avons un exemple d'une comitologie qui fonctionne bien. C'est celle qui a été mise en place en matière de lutte contre la radicalisation violente, où nous avons des espaces restreints et très opérationnels qui permettent d'évoquer les situations difficiles. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être encouragé et qui peut être développé grâce à toutes les logiques de secret partagé qui sont autorisées par la loi. Nous avons une deuxième structure qui est utilisée toujours dans ce domaine, qui s'appelle la CEPRAF, qui permet de mettre tout à la fois au regard de situations familiales ou individuelles difficiles, toutes les administrations concernées, toutes les collectivités locales concernées, des CAF, des bailleurs sociaux, autour de la table pour prendre en compte d'une manière très opérationnelle le suivi de ces difficultés. Mais je pense que ce dispositif pourrait utilement être étudié pour être étendu aux problèmes de délinquance. Et puis, il y a sans doute des pistes de réflexion à avoir, et là encore, on attend les propositions des associations d'élus. En ce qui concerne les polices municipales, est-ce que les polices municipales, aux côtés des autres personnels de municipalité qui se consacrent à la prévention de la délinquance, je pense bien sûr aux coordonnateurs qui sont les pivots souvent de la prévention de la délinquance dans la commune, aux côtés des élus qui sont chargés de cette thématique. Peut-être que les polices municipales peuvent être impliquées dans des missions de prévention de la délinquance. Je pense notamment à la lutte contre l'absentéisme scolaire. On a des jeunes qui se retrouvent dans la rue pendant le temps scolaire. Dans certains pays, les polices municipales sont chargées de les ramener dans les établissements scolaires, voire dans les familles pour recevoir des explications sur le fait qu'ils traînent et ils ne sont pas dans les endroits où ils devraient être. Cette réflexion pourrait être menée aux côtés de la réflexion sur, j'ai bien retenu les expériences qui ont été décrites sur la prévention spécialisée. Nous avons un déficit d'éducateurs spécialisés. Nous devons sans doute avoir une réflexion sur la professionnalisation de ce métier particulier.
Nous avons des dispositifs qui de plus en plus permettent de partir du département pour arriver au plus près des jeunes, soit par le biais de conventions, soit par le biais de mise à disposition. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que nous avons, malgré toute cette ingénierie, un déficit d'éducateurs spécialisés. Et à ce titre, on voit bien que la prévention situationnelle dont j'ai parlé tout à l'heure ne peut suffire à elle seule. Et nous avons certes besoin de ces dispositifs de protection, nous avons besoin certes de plus de policiers dans les rues, mais nous avons aussi besoin de remettre de l'adulte là où on en a besoin, dans les quartiers ou même dans les campagnes. Nous avons besoin de remettre du discours d'adulte auprès de ces jeunes. Et puis, je terminerai en disant que si tout est difficile, nous avons des marges de progression qui se présentent. Les moyens importants qui vont être ou qui sont en train d'être mis en place au plan judiciaire concernent certes le parquet, qui sera plus disponible pour jouer son rôle. Donc, c'est le troisième aspect de la politique de prévention qui a été décrite par M. Vercher. Mais donc, nous aurons plus de procureurs, donc plus de procureurs disponibles pour prendre des décisions, pour écouler les procédures. Mais nous aurons aussi plus de délégués du procureur, nous aurons plus d'assistants de justice, et peut-être que nous envisagerons, comme il en existe en matière de radicalisation, nous proposerons à la justice la création d'assistants spécialisés en matière de prévention de la délinquance, qui pourrait être le pendant et le correspondant des coordonnateurs des CLSPD ou des CIPD ou des CDPD. Je crois que dans ce domaine, nous pouvons progresser. La police et la gendarmerie au sein du ministère de l'Intérieur sont renforcées d'une manière importante. La justice l'est également. Nous avons au sein du SGCIPD, structure de coordination, un renfort important du pôle prévention de la délinquance, notamment avec des recrutements de magistrats, mais aussi de représentants du ministère de la Santé, aux côtés des personnels qui existent déjà et qui viennent d'être renouvelés, puisque la responsable de ce pôle, qui est bien sûr à votre disposition, Anne Barreto, est en train de renforcer notre action en matière de prévention de la délinquance. Nous envisageons de porter auprès de nos autorités de tutelle un projet de stratégie de prévention de la délinquance, on va dire, dans le premier semestre de l'année prochaine. Donc, ce que vous nous avez dit aujourd'hui et qui va contribuer à notre réflexion, ce que vous allez nous transmettre, je l'espère, en termes de propositions, les rencontres que nous allons mettre en œuvre, si vous le voulez bien, dans les semaines à venir, vont essayer de rendre à la fois notre stratégie moins bavarde et plus opérationnelle. Je crois que c'est votre souhait à tous. Nous avons besoin de plus de cohésion dans ce pays, nous avons besoin de prendre plus soin les uns des autres. Voilà, mon ambition, c'est celle-là, l'ambition de mes collaborateurs, c'est celle-là, et en tout cas, c'est la demande que j'ai reçue de la part du président de la République, de la part de la première ministre, de Gérald Darmanin et de Mme Agresti-Roubache. Je vous remercie. Et je suis prêt à répondre, bien évidemment, à toutes vos questions. Monsieur Appert, merci beaucoup de cette intervention. Madame, messieurs les intervenants, je vous laisse, si vous le souhaitez, réagir aux divers propos de monsieur le secrétaire général. Je peux dire un petit mot? Je vous en prie, monsieur Zabulon. Alors, je suis absolument navré, mais toute une partie de l'intervention de monsieur le secrétaire général, on en a été privé parce que j'ai eu une rupture d'Internet brutale, et donc malheureusement, je n'ai pas pu entendre tous les propos qu'il a tenus. Et comme nous nous adressons à un haut responsable gouvernemental, je voulais pousser l'idée suivante. Je reviens sur la question de la réponse pénale. Dans un monde parfait qui, bien sûr, n'existe pas, on va prendre un exemple très concret. Vous avez un gamin qui fait une bêtise le vendredi, un rodéo, que sais-je.
Dès le lundi, il est convoqué par un délégué du procureur, qui serait une personnalité issue de la société civile, évidemment bien sous tout rapport, et qui vivrait dans le territoire, qui convoque ce gamin et qui, par délégation du procureur, prend la décision judiciaire à la fois rapide, proportionnée et adaptée. Voilà, l'acte est commis le vendredi, la décision de justice, elle tombe le lundi. Les magistrats sont débordés. On sait qu'au parquet de Bordeaux, nos affaires passent un peu à la trappe parce qu'évidemment, le parquet est pris par plein d'autres choses. Mais si on avait des délégués du procureur qui seraient immergés dans les territoires, tout un réseau, un maillage territorial avec des délégués du procureur, sous l'autorité du parquet, eh bien, par délégation du procureur, la décision est prise dans des délais rapides. Voilà. Ce serait alors, je n'ai pas du tout étudié la question sur le plan juridique, et j'imagine qu'il faut certainement un article de loi ou autre, mais c'est ça que nous attendons finalement dans les territoires, c'est d'avoir des décisions rapides. Parce que comme l'a fort bien dit notre collègue tout à l'heure, le triptyque, le continuum de sécurité, s'il y a un des piliers qui ne fonctionne pas, eh bien l'ensemble ne fonctionne pas. Voilà. Encore désolé de louper l'intervention de monsieur le secrétaire général à cause de ce problème technique, mais je voulais vraiment pousser cette idée parce qu'elle me paraît de bon sens, me semble-t-il. Merci. Monsieur Zébulon, je partage tout à fait votre idée. Il y en a d'autres, notamment la possibilité pour les policiers municipaux de délivrer des amendes forfaitaires délictuelles ou contraventionnelles. Il y a tout un travail à faire pour pas rétablir, mais si quand même un peu, parce qu'avant, les polices municipales, il y a très longtemps, avaient des pouvoirs supérieurs. Donc, on peut réfléchir à tout ça. Mais je suis en tout cas tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'avoir des interventions rapides. Il y va de notre crédibilité à tous, d'adultes, mais aussi de l'État, et aussi des communes, pour pouvoir dire ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, et pas de différer cette réponse à un acte délinquant ou à une incivilité. Donc, je retiens effectivement les choses, et on verra avec le ministère de la Justice, mais on a quand même un développement régulier du nombre de délégués du procureur et, je dirais, une réflexion de plus en plus aboutie au sein du ministère de la Justice sur ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors après, je dirais, il faut insister auprès des procureurs. Vous savez que notre carte judiciaire est faite de telle manière et notre droit est fait de telle manière que chaque procureur décide un peu ce qu'il fait. Donc, évidemment, c'est nos institutions et donc il appartient de créer un dialogue dynamique avec nos procureurs pour qu'ils n'oublient pas les autres territoires et qu'ils ne s'intéressent pas simplement à la métropole principale. J'aime bien la manière dont vous l'avez dit. Merci. Déjà dit. Oui, je tenais à remercier Monsieur le secrétaire général pour son intervention et qui rejoint effectivement dans ses préoccupations celles de nos communes et intercommunalités. Donc, j'en suis très heureux. Je voulais juste faire un petit focus sur la question dont vous avez parlé, Monsieur le secrétaire général. Donc, remettre des adultes, on remet de l'humain, mais on voit bien que c'est la même logique, à la fois dans nos quartiers, mais aussi dans nos communes, puisqu'on voit que des petites communes périurbaines ou rurales sont également maintenant frappées par des problématiques qu'elles ne rencontraient pas jusqu'à présent, notamment par rapport au trafic de stupéfiants, mais d'autres problématiques. Donc, remettre de l'humain. Et je voulais juste rajouter par rapport à ça, effectivement, on voit bien qu'il y a quand même, et j'en suis très heureux, dans ce fameux triptyque, donc la nécessité d'un rééquilibrage vers la prévention et donc vers toutes les actions de prévention. Vous avez parlé de prévention primaire, prévention situationnelle, et ça renvoie à pas mal de réflexions dont je voulais quand même parler. Donc, il y a eu l'excellent rapport du député Patrick Vignal sur la médiation sociale de proximité, et une proposition de loi qui s'ensuit, mais ça revient à ce que vous dites, vous avez dit, Monsieur le secrétaire général, sur la professionnalisation, puisque je crois qu'il y a une proposition de loi qui va être portée devant le Parlement sur la professionnalisation, notamment de ce métier de médiation sociale de proximité. Donc, je voulais en parler. Je vous remercie sincèrement de porter également ce discours. Rééquilibrage aussi, mais il faudra que l'on en parle
dans le soutien aux communes et aux intercommunalités que pourrait apporter l'État, notamment au travers du FIPD, hein, puisqu'effectivement, le FIPD a beaucoup été orienté dans les périodes précédentes, hein, sur la surveillance, vidéoprotection, voilà, ce qui était tout à fait louable. Mais il y a également maintenant apporté parce qu'en fait, quand on dit on remet de l'humain ou des adultes, c'est que des salaires, en fait. Et voilà, et c'est vrai que c'est une question qu'il faudra poser. Et puis, je reviens sur cette question de superposition police intercommunale, police pluricommunale. Donc, il faudra vraiment qu'on essaye de travailler dans les prochains mois sur cette question, puisque elle est vraiment bloquante pour les intercommunalités qui ont déjà des polices pluricommunales. Et il est très compliqué de dire à deux maires qui se sont associés il y a 10 ans pour créer une police pluricommunale de revenir en arrière pour la supprimer. Et c'est ce que nous demande le préfet, hein, dans notre département, et ce n'est pas possible. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être, si vous me le permettez, je vais vous interpeller les uns les autres parce que je me pose la question de savoir, quand je vois un peu, je me suis intéressé il y a quelques années à ces questions de prévention, je reviens dans ce domaine, et je me demande si nos concitoyens connaissent bien tout ce que vous faites, qui à moi me semble formidable. Mais on parle beaucoup de délinquance, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, et on ne parle pas de vos résultats. Et je pense qu'on est tous collectivement tellement mis sous pression pour mettre en place les dispositifs et les faire fonctionner que l'aspect communication manque peut-être sur ce qui fonctionne. Et donc, je ne sais pas comment tourner les choses, mais je pense qu'il y a sans doute un grand besoin pour les Français de voir qu'il ne faut pas désespérer de tout et qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de sortir de la difficulté des jeunes qui ne vont pas bien, d'apaiser la vie dans les communes et que tout ne se réduit pas à des délinquants et à des émeutiers. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, mais est-ce que dans vos politiques, vous avez un aspect communication? Je veux bien rebondir sur les propos du secrétaire général. On a un aspect communication, notamment, alors, communique beaucoup au niveau des scolaires, notamment, parce que ça, c'est important, hein. Quand on parle de prévention, il faut vraiment mettre des dispositifs de communication et de pédagogie auprès des scolaires et auprès des parents d'élèves. Parce que c'est là aussi qu'on peut toucher pas mal de personnes. Donc, oui, on le fait, mais je vous rejoins, pas suffisamment. Pas suffisamment, parce que effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est s'il n'existait pas toutes les actions que nous menons, qu'en serait-il des résultats aujourd'hui de notre société, de notre vivre ensemble, qui certes n'est pas satisfaisant, mais qu'en serait-il? Et oui, il y a des dispositifs qui fonctionnent bien, et les CISPD sont un bon exemple. Généralement, les CISPD, ça fonctionne bien, avec des variantes, bien entendu. Mais il y a des actions concrètes qui sont mises en place, qui évitent la récidive, qui permettent justement à certaines personnes aussi de sortir de spirale, parce que quand on détecte un problème au sein d'un CISPD, qu'on met un groupe en place, on découvre derrière un autre problème qui peut être lié à de la maltraitance, qui peut être lié à des violences intrafamiliales, qui génèrent justement un comportement qui lui-même peut être déviant, etc., etc. Et donc, il y a des résultats, et vous avez raison. Sans doute faut-il réfléchir aussi, je vous rejoins, sur une communication qui soit beaucoup plus appropriée. Je suis complètement d'accord, on communique, mais pas suffisamment, bien entendu. Il faut sans doute le faire. Merci. Alors, Monsieur Kader Chakmani, vous avez levé la main. Je vais vous permettre de prendre la parole. Vous pouvez débloquer votre micro. Ok, c'est bon, vous m'entendez? On vous entend. Désolé, hein, je vous suis dans de très mauvaises conditions, pour tout vous dire, je suis dans la rue, mais je suis depuis le début, et merci vraiment pour ces débats, ces échanges, ils sont très très intéressants. J'ai relevé depuis le début plein de choses enfin, des expériences menées ici ou là, où j'ai pris bonne note. Pour répondre de manière concrète, évidemment qu'on fait beaucoup de communication, on fait toute la communication avec les moyens dont on dispose et les canaux dont on dispose.
évidemment, mais vous le savez aussi bien que moi, les gens viennent nous voir quand il y a des problèmes. Et souvent, ces problèmes, et vous le disiez, monsieur le secrétaire, dans la société dans laquelle où on est broyé par de l'information en continu, qui sape le moral, sans parler des fake news, sans parler des réseaux sociaux, sans parler de tout ça. Je veux dire, toute communication que l'on fait avec nos petits outils, avec toute notre volonté, elle est quand même broyée par cet environnement-là qui est du quotidien. Et quand on a affaire à des gens qui sont connectés H24 ou alors qui sont devant des informations en continu qui ne relèvent que des problèmes ici ou là, ou en France ou dans le monde, on arrive à constater qu'on est malheureusement avec une société qui est de plus en plus déprimée et qui va de plus en plus mal, malgré plein de choses qui vont très très bien. Moi, je passe mon temps dans mes réunions publiques à commencer par devoir dire tout ce qui va quand même. Et heureusement, on est quand même dans une société, en République, en France, avec plein de choses qui sont en termes de solidarité, en termes d'accompagnement, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est un combat, c'est une lutte de jour en jour. Tout le temps. Je faisais encore une réunion publique hier soir pour plein de sujets de tranquillité publique et je partage totalement ce qui a été dit par mes collègues. C'est vraiment le sentiment d'impunité qui exaspère tout le monde. Quelqu'un qui met sa poubelle à côté, quelqu'un qui fait du rodéo, une personne qui prend un feu rouge ou alors qui roule trop vite. Et puis, quand on relève, quand on sanctionne, enfin, ils ont le sentiment qu'il y a des citoyens qui peuvent faire tout et n'importe quoi sans que ce soit sanctionné, et des citoyens qui respectent les règles et qui sont là et qui sont exaspérés. Donc ça, c'est... Mais on lâche pas, je veux dire, sur le terrain, sur le terrain, on lâche pas, et heureusement. Moi, je voulais juste, puisque ça n'a pas été évoqué, quelque chose que l'on fait à Rouen, parce que je suis adjoint au maire en charge de la tranquillité à Rouen, et de la volonté évidemment des acteurs locaux, et notamment du DSP et du procureur. Nous organisons, mais peut-être que c'est aussi fait par ailleurs, ce qu'on appelle un GPO, un groupement partenarial opérationnel. On se réunit une fois par mois et on maintient systématiquement cette date-là avec le procureur qui se déplace systématiquement et on invite les citoyens. On identifie un ordre du jour, on invite les problématiques, on invite les bailleurs sociaux, on invite les commerçants. En tout cas, en fonction de la problématique, on invite les gens qui subissent en tout cas, les problématiques du quotidien. On invite bien évidemment aussi quand on est sur la partie prévention, notre CCS, en tout cas, tous les gens qui sont concernés par le problème. Et je vous assure que même si c'est difficile, même si on n'a pas de baguette magique, même si c'est compliqué, ben, tous les acteurs et notamment les concitoyens, quand ils sortent de cette réunion-là, ils nous disent merci. D'abord parce qu'on les a entendus, et puis qu'ils voient bien qu'on essaye de se démener avec les outils dont on dispose, juridiques, nos moyens d'intervention, etc., parce que rien n'est simple, et même dans les sujets qui peuvent paraître simples, rien n'est simple quand même, parce que ça va jamais assez vite, ils veulent tout de suite, on est dans une société qui veut de l'immédiateté perpétuelle, et c'est compliqué, le temps de la justice, le temps de l'action, le temps de la réaction, et en tout cas le commentaire, il va très très vite. Donc voilà, je voulais vous faire part aussi de ce que l'on fait ici sur Rouen, une fois par mois, avec la partie prévention, la partie sécurité avec la police et la partie justice, où le procureur et son délégué viennent systématiquement à ces réunions face aux habitants. Et au moins, on a cet équilibre-là et chacun peut s'exprimer et chacun comprend qui fait quoi exactement, parce qu'en réalité, vous avez raison, on s'y perd. Et pour rebondir et pour finir, et pour rebondir sur la police d'intercommunalité, nous, on est dans une métropole où on a 71 communes allant de 500 habitants jusqu'à 115 000 habitants. Vous voyez bien les sujets, problème rural, ça a été évoqué aussi par mon collègue dans la région de Bordeaux. On n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque maire tient son pouvoir du police du maire. Et pour nous, en tout cas, dans notre territoire, il n'est pas prêt de lâcher son pouvoir police du maire parce qu'il considère que sinon, on lui retire beaucoup trop de choses, quoi. Et donc c'est pas simple. Nous, on le souhaite, en tout cas, la ville-centre, on espère d'avoir un jour une police intercommunale, mais les maires qui composent, la métropole, en tout cas les élus intercommunautaires, aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement délicat en termes de pouvoir de police du maire. Donc voilà. En tout cas, merci pour toutes ces interventions. Pour moi, c'était très enrichissant et je tenais à saluer l'ensemble des camarades, en tout cas des collègues, et merci à monsieur Appert aussi pour votre brillante intervention. Merci. Je crois que je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai une réunion après. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci, monsieur. Je vais être obligé de vous quitter aussi. Je suis désolé, mais... Monsieur Marty, monsieur Verchères, je vous propose de clôturer le webinaire. Patrice, si tu le souhaites.
Tout d'abord, merci pour tous les échanges fructueux. Merci à Romain Briot et à tout Interco de France d'avoir organisé aussi ce webinaire. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. C'est très intéressant aussi de vous avoir. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ces webinaires, c'est surtout d'avoir le retour d'expérience, donc que ce soit de Grenoble ou pour notre collègue Zabulon également. Je crois que c'est l'occasion pour nous d'échanger, de voir les bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs sur les territoires. Et ces retours d'expérience sont toujours enrichissants, donc à refaire régulièrement pour cette partie-là de la sécurité et la prévention de la délinquance sur nos territoires respectifs. Eh bien, écoutez, merci Patrice. Moi, j'en dirai pas plus. Simplement, remercier également tous les participants. Et puis, par expérience, dire que on voit bien qu'il y a plein d'expériences qui sont menées dans beaucoup de territoires, qu'il y a des différences entre territoires aussi sur les problématiques, hein. Même s'il y a des points communs très forts et des points convergents, il y a aussi des différences. Moi, je l'ai découvert en délocalisant mes commissions à France Urbaine sur les territoires et on fait plus les commissions à Paris, c'est fini. On les fait dans les territoires avec les acteurs, prévention, sécurité, justice. Donc ceux qui au quotidien travaillent sur ces sujets-là et on s'aperçoit qu'il y a aussi des différences en fonction des territoires. Et donc moi, voilà, je peux témoigner que c'est comme ça aussi qu'on appréhende beaucoup mieux les sujets parce que faire une loi au niveau national et qui doit se décliner partout pareil, non, c'est pas comme ça qu'on est le plus efficace. Il faut aussi laisser une certaine latitude d'adaptation sur la réglementation en fonction des territoires. Croyez-moi, il y a des différences en termes d'addictologie, en termes de délinquance, en fonction de où est situé le territoire, s'il est frontalier avec tel pays, si, il y a des différences. Et donc, ça se traduit différemment aussi, et donc il faut adapter ces politiques. Voilà. Mais en tout cas, merci pour l'initiative, encore une fois, de cette visio. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.